Bonjour à tous. Heureusement que j'ai le micro, parce que j'ai une voix bien cassée. Voilà, donc la soirée est consacrée à la question des violences faites aux femmes. Comme le disait Madame tout de suite, je vais commencer par une présentation des violences très larges, c'est-à-dire dans le monde. Parce que ça explique aussi ce qui se passe chez nous, dans l'intime. Tout ça, ça a du lien. Et ce petit tour est peut-être intéressant aussi pour poser les choses à leur place. Peut-être d'abord une petite présentation du CIDF que vous connaissez peut-être pas. Je vais le faire rapidement. C'est une association donc loi 1901 qui a été créée en 1978 à Nantes, mais qui appartient à un réseau national, avec notre tête de réseau qui est le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, et un réseau régional avec une union régionale. Le CIDF et les CIDF sont investis d'une mission d'intérêt général par l'État, qui est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et je gêne peut-être, on va mettre comme ça, et de lutter contre les violences et les discriminations. Pardon. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a un service juridique, c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, un service juridique avec donc des juristes qui apportent une information gratuite aux femmes et aux hommes pour comprendre et faire valoir leurs droits. Droit de la famille, droit du travail, droit des biens, droit des contrats, droit pénal, en particulier quand on parle de violence. Un service emploi où on informe et on accompagne vers l'emploi des femmes, quel que soit leur statut. On peut le faire à titre individuel lors d'un accompagnement dans le temps, avec donc pour nous des conseillères emploi, et on peut le faire de façon collective, en partenariat d'ailleurs, avec la CAF. On a des actions spécifiques pour les femmes en congé parental par exemple. Et puis on a un service formation où, comme on aborde dans nos thématiques le champ de l'égalité dans toutes ses composantes, de l'égalité vers l'emploi, d'égalité professionnelle, mais aussi tout ce qui va toucher à la prévention des violences. Et on assure des formations sur ces thématiques-là aussi. Aujourd'hui même, j'animais une formation pour des gendarmes, par exemple, dont une de la Chapelle-sur-Erne. Puisqu'il y a des références spécifiques. Donc voilà, nos trois grandes activités. Alors, à propos des violences, on reçoit évidemment dans nos entretiens juridiques un certain nombre de femmes. Pour vous donner une idée, en 2015, sur, je crois, 2600 entretiens, on a eu 500 cas de violence. Alors, pas que conjugales, il y avait des nuances, mais voilà, ça donne une proportion quand même pas négligeable des personnes que l'on reçoit. Bon, il est vrai aussi que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont des soucis. Sinon, on ne les voit pas, évidemment. On parle beaucoup, par exemple, des séparations, des divorces, etc. Les couples qui vont bien, on ne les voit pas, normal. Donc, forcément, ce pourcentage-là, il n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans la vie. Bon, je ne m'étends pas plus. Comme il y aura un débat tout à l'heure, il ne faudra pas hésiter, s'il y a des questions, à demander des compléments d'information sur le CIDF. Ce qui nous amène aujourd'hui, là, c'est la question des violences contre les femmes. Ça, c'est un document de l'ONU, qui appelle la violence contre les femmes une pandémie mondiale. Et j'ai repris le terme parce que je trouvais intéressant de dire ça. Si on parle de pandémie, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu partout, que ce soit dans la sphère privée, dans l'espace public,
partout dans le monde, la violence à l'égard des femmes est extrêmement répandue. L'ONU en fait une définition, fin de 93, hein, ça fait quand même longtemps que cette question elle est à l'ordre du jour. Donc pour l'ONU, la violence, c'est tout acte de violence basé sur l'appartenance au sexe féminin qui a ou peut avoir comme conséquence un dommage ou une souffrance physique, sexuelle, psychologique pour la femme, ainsi que les menaces de violence, le harcèlement ou la privation arbitraire de liberté, qui se produisent autant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Donc là, on voit bien qu'on balaie l'ensemble des situations que l'on peut dénommer situations de violence. Plus précisément, on va remarquer des violences d'ordre physique, sexuel et psychologique. Et ça, on le retrouve dans le privé comme dans le public, enfin dans la sphère publique. Et la violence la plus importante repérée à un niveau mondial, c'est la violence d'un partenaire intime, donc on appelle la violence conjugale. Dans le monde, une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart de ces actes sont commis par son partenaire intime. Vous remarquerez que c'est physique ou sexuel, c'est-à-dire on ne parle pas là des violences psychologiques, ce qui rajouterait encore aux chiffres. En 2012, et ça c'est énorme, une femme sur 2 morte dans le monde l'a été des suites des violences infligées par leur partenaire ou un membre de leur famille, contre seulement un homme sur 20 dans les mêmes conditions. Bon, c'est lourd, hein, c'est pas un sujet très facile, mais j'allais dire l'ampleur de ce fléau, hein, on peut l'appeler comme ça. Comment ? On compte les suicides ? Pas là, encore. Ben là, on parle de violence. Je vais l'aborder tout à l'heure. Ouais. Non, même pas les suicides. Non, je parle des féminicides, mais même pas. Alors, les suicides, justement, c'est un peu le problème. C'est qu'on on rattache pas forcément un suicide à sa cause. Et oui. Donc du coup, ils ne sont pas décomptés. Quand on va parler en France, je vais vous montrer du nombre de femmes victimes de tuées sous les coups du conjoint. On ne parlera pas à côté du nombre de femmes qui se sont suicidées parce que dépressives suite aux violences, par exemple. C'est pas décompté parce que elles sont... C'est même pas forcément dépressif, c'est trop facile. Oui, enfin dépressive et plus que ça, mais voilà. En tout cas, on les dénombre pas. On voit que il y a tous les États dans le monde ne prennent pas en compte cette question de violence. La législation, dans les pays occidentaux, c'est bien avancé sur cette question. C'est pas le cas partout. Et il y a des faits, par exemple le viol conjugal, il n'est pas criminalisé partout dans les pays, 52 pays seulement. Alors, un autre type de violence, les violences sexuelles. Et là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, qui peut prendre plein de formes. Le viol, par exemple, et ça vous le connaissez peut-être sans doute, c'est entre autres une arme de guerre. Alors là, on ne parle plus de l'intime, mais dans certains pays, les femmes sont systématiquement violées dès qu'il y a des conflits armés. Ça va même plus loin que violer. Parfois, on détruit leur capacité de procréation volontairement pour que, justement, ne plus leur permettre d'avoir des enfants. Donc, il y a des choses tout à fait sordides qui se passent dans ce domaine-là. Alors après, d'un degré moindre que le viol, on va avoir les avances sexuelles importunes, le harcèlement sexuel. Là, en ce moment, si vous avez suivi, il y a des campagnes sur le harcèlement sexuel dans la rue, hein, dans les transports. Hein.
puisque là aussi, on voit ça. La violence sexuelle exercée contre des enfants, sur des enfants. Il y a des pays où il y a du tourisme sexuel. Et aussi un autre aspect, le mariage forcé ou la cohabitation forcée, y compris le mariage d'enfants, on va le voir tout à l'heure. Donc, avec, là encore, d'un pays à un autre, des formes très différentes, mais néanmoins, des actes qui sont toujours adressés vers les filles. Là, on voit des chiffres. Dans certains pays, jusqu'à un tiers des jeunes filles déclarent que leur première expérience sexuelle leur a été imposée. Voilà. Et dans l'Union européenne, pratiquement 50% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans, qui peut prendre là aussi des formes des plus légères, banales, j'ai envie de dire, aux formes les plus graves. On sait par exemple que le harcèlement sexuel sur le milieu de travail peut être une cause très grave de souffrance au travail, mais par exemple de démission, etc., ou de maladie. Le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle. Alors, le trafic d'êtres humains, on donne la définition là, comme l'acquisition ou l'exploitation de personnes en usant de tous les moyens, de la tromperie, etc. Et ça, c'est vrai qu'on le voit peut-être un peu moins chez nous, mais c'est encore dans le monde quelque chose qui existe beaucoup. Et on voit que les victimes sont aussi victimes d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire qu'elles sont exploitées dans tous les domaines. On a encore ce qu'on appelle parfois l'esclavage moderne, où des femmes sont presque enfermées, conditionnées dans la famille à faire tout sans salaire, sans rien, au profit de cette famille. Et elle va servir de jouet sexuel aux hommes de la famille au passage. Ça ne sera pas un problème non plus. Alors, les mutilations génitales féminines, dit autrement l'excision, qui est quelque chose qui est en train de diminuer, s'il faut être un peu optimiste, parce que pratiquement maintenant, l'excision est interdite dans tous les pays où elle se pratique. Ceci dit, la coutume, la tradition fait que ça continue quand même à être perpétué, mais cependant, il y a une loi qui dans tous les pays pratiquement, l'interdit. L'excision, bon, je ne suis pas médecin, mais ça a des conséquences très graves sur la santé des femmes. Et c'est un chiffre énorme, 133 millions. Ça veut dire qu'il y a des pays entiers où pratiquement toutes les femmes ont été excisées. Elles sont bien, il y en a un certain nombre sur notre territoire, évidemment. La population immigrée d'Afrique, pour une bonne part, a été excisée. La grande lutte et la législation en France maintenant, c'est d'empêcher qu'on reproduise ça sur les petites filles. Du coup, l'excision est criminalisée. C'est la personne exciseuse ou les parents complices peuvent être condamnés pour crime dès lors qu'ils ont fait exciser leur fille. Le risque, il est que l'excision se passe au pays pendant les vacances. Mais là encore, ils peuvent être aussi condamnés néanmoins à leur retour. Donc c'est ça. Toute la prévention, là, elle se fait pour protéger la jeune génération de cette pratique. Le mariage d'enfants, alors quand on dit mariage d'enfants, l'âge légal du mariage en France, c'est 18 ans, mais dans beaucoup de pays, c'est plus jeune que ça. Oui. Pour les filles, c'est 15 ans. Ah non, c'est passé en 2006, c'est passé à 18 ans, justement pour éviter les mariages forcés. Ça a été une des mesures aussi de prévention des violences qui a été prise.
parce qu'au moins, bon, atteignant la majorité, la personne n'avait plus besoin de l'autorisation des parents, et puis on ne pouvait plus lui imposer un mariage comme on pouvait le faire quand elle avait 15 ans. Néanmoins, dans le monde, des filles se marient encore très très jeunes, d'autant les filles les plus pauvres. Ça veut dire que si elles se marient très tôt, elles ne vont plus aller à l'école. Voilà, elles ne pourront pas avoir une vie de jeune fille tout à fait normale, puisqu'elles vont être conditionnées dans leur vie de femmes, avec des enfants souvent très tôt aussi. Voilà, donc c'est aussi un problème, parce que bien sûr que c'est des mariages imposés, hein, donc voilà, avec derrière, quand on a des témoignages parfois de rapports sexuels, vous voyez, quand les jeunes filles avec un mari qu'elles n'ont pas choisi, vous voyez un peu l'image qu'elles peuvent se faire, ça s'appelle un viol, bien souvent. Alors, le féminicide, on parle donc toujours pas de suicide, mais le féminicide, donc c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Alors, il y a le féminicide intime, c'est-à-dire dans le cadre des violences, dans le cadre des violences conjugales, mais il existe dans le monde bien d'autres façons aussi de tuer les femmes. Les crimes commis au nom de l'honneur. On trouve ça en particulier en Inde, avec la particularité... non, pas encore en Inde, je dis une bêtise, c'est la dot. Ça peut être aussi en Turquie. Une femme, par exemple, une femme violée n'est plus pure. Et elle porte atteinte à l'honneur de la famille, alors qu'elle a été victime. Alors si elle a commis un adultère ou si elle est allée de son plein gré avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça va être encore pire. Mais même violée, c'est-à-dire complètement, ayant subi cet acte-là, néanmoins, ça porte ombrage à l'honneur de la famille, et du coup, les frères, le père, peuvent la tuer. C'est légitime. C'est considéré comme légitime. Le féminicide lié à la dot, et c'est ça qui se passe en Inde surtout. En Inde, c'est la famille de la fille qui verse la dot. Donc on n'a pas envie d'avoir trop de filles, déjà, on va le voir tout à l'heure. Mais quand on en a quand même, on va verser une dot en fonction de ses moyens à la famille du monsieur. Et en fait, quand la dot elle n'est pas suffisante, et cette femme qui a apporté sa dot, elle est tuée. Ce qui permet au veuf d'être remarié avec une autre femme qui apportera une nouvelle dot. C'est aussi simple que ça. C'est un peu cynique là, mais voilà. Alors, ce sont des coutumes, des traditions, qui perdurent encore, qui ne sont pas permises par la législation de l'Inde forcément, hein, mais qui, dans le fin fond de certaines contrées, continuent. Le féminicide non intime, donc non lié à une relation particulière avec quelqu'un, sont des assassinats systématiques de femmes. Et ça, c'est des phénomènes qu'on trouve beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique centrale, où un nombre impressionnant de femmes peuvent être tuées tout bêtement parce qu'elles sont femmes. Sans raison particulière, j'ai envie de dire. On tue les femmes. Il y a eu quelques... comme ça, on a repéré, je le voyais dans les textes, c'était au Mexique, 700 femmes avaient été tuées à la frontière avec les États-Unis. De la pure violence sexiste, en fait. Bon, alors peut-être qu'elles avaient été violées avant aussi, hein, on en abuse et on les tue derrière, mais du gratuit, quoi. Et phénomène intéressant aussi, dans cet aspect-là des choses, les filles manquantes. Vous avez peut-être entendu parler de ça déjà, en Chine en particulier. On se trouve en ce moment dans une situation où il y a plus d'hommes que de femmes. Donc il y a des zones, des contrées de Chine
où il va manquer des femmes. Pourquoi? Et on va retrouver la même chose en Inde, dans certaines parties de l'Inde. Pourquoi? Parce que, alors en Inde, on le comprend, c'est lié à la dot. Donc on n'a pas envie d'avoir trop de filles parce que ça va coûter cher à la famille. Du coup, il y a des avortements de fœtus féminins ou des infanticides, carrément. En Chine, c'est pas tout à fait la même problème. Vous savez qu'il y a, enfin il y avait, parce que ça y est, on est en train d'assouplir, mais droit à l'enfant unique. Et on voulait que cet enfant unique soit un garçon, parce que c'est le garçon qui avait la charge de, enfin, qui devait prendre en charge les parents. Hein, on pensait le garçon, il va avoir une situation, une profession, et il sera en mesure d'entretenir les parents quand les parents seront vieux. Donc on préférait avoir un garçon qu'une fille. Alors bon, c'est pas systématique tout le temps, mais néanmoins, on constate maintenant un déficit de femmes, ce qui pose un problème, parce que dans certaines contrées de Chine, comme en Inde, comme il n'y a plus de femmes, eh ben on va en chercher ailleurs. On va en acheter ailleurs, parfois, c'est ça. Ou on va négocier des choses. En Chine, c'est au Vietnam, par exemple, dans des villages reculés de la campagne, où il y a de la pauvreté. Donc on va aller chercher ces femmes pour les vendre. C'est un peu ça, parce qu'il y a toujours des tractations financières derrière, à des Chinois, de l'autre côté de la frontière. Bon, voilà un tableau rapide. Je n'ai pas mis les chiffres là, mais, parce que bon, c'est pas toujours très facile de les avoir exacts, mais ça existe. Donc pour en finir avec cet aspect mondial des choses, on dit, les violences sont à la fois l'expression la plus dure de la domination masculine à l'égard des femmes et le reflet d'une organisation sexuée de la société où femmes et hommes, même lorsqu'ils ont légalement les mêmes droits, n'ont pas encore les mêmes statuts et les mêmes possibilités d'émancipation. Et la violence faite aux femmes est la plus criante violation des droits humains. Parce que bien sûr, derrière, ces femmes n'ont pas les mêmes droits humains, enfin on ne les reconnaît pas au même titre que les hommes. En France maintenant. Après on va revenir un petit peu sur le sujet clé, mais en France aussi, il y a de la violence. Ces chiffres-là, ils sont peut-être un peu trompeurs, parce que c'est les chiffres officiels tels qu'on les trouve dans les publications officielles du gouvernement. Parce que c'est très compliqué de savoir exactement combien il y a, par exemple, de personnes. Si on sait combien il y a de personnes tuées. Par contre, on ne saura pas combien il y a de personnes qui se suicident. Bon, ça, c'est sûr. Ça encore, bon, les personnes tuées, on sait. Les femmes victimes de violences, là on dit 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont en moyenne victimes par an de violences conjugales dans les formes les plus graves. Alors voilà, ça veut dire que là-dedans ne rentrent pas toutes les violences psychologiques et surtout toutes les violences même physiques dont personne ne parle, dont les femmes n'ont jamais parlé. Sinon, on les dénombre pas. Et 14 d'entre elles ont porté plainte. Donc en plus, on voit qu'il y a une démarche en plus derrière, hein, de signaler la violence et de porter plainte, qui sont quand même, ça réduit considérablement le nombre. Si on se rapporte à l'enquête ANVEF qui avait été faite en 2000, qui avait été, c'était on va dire une enquête comme un sondage, mais avec des entretiens téléphoniques très longs, qui s'était adressé à 8000 femmes, un échantillon de 8000 femmes en France. Et le résultat, ça avait été étonnant, et je crois que ça avait surpris tout le monde. Une femme sur 10 se disait avoir subi des violences, alors physiques, sexuelles, psychologique dans toutes les sphères dans l'année qui précédait l'entretien.
une femme sur 10. Là, on voit qu'on est absolument, totalement en dessous de ces chiffres-là, ce qui montre que c'est pas facile de chiffrer, mais qu'il y a un grand nombre de situations non connues. Pour plusieurs raisons aussi, c'est que des personnes peuvent être victimes de violences sans le savoir, c'est-à-dire sans mettre ces mots-là sur ce qu'elles vivent. C'est vrai en particulier pour ce que nous on appelle violences psychologiques. Et certaines n'en parleront surtout jamais. J'y viendrai tout à l'heure. Pourquoi on en parle jamais. Donc il y a 16 000 hommes qui ont été condamnés pour crimes ou délits sur leur conjoint, ce qui représente presque autant de personnes qui ont porté plainte, on va dire. C'est un petit peu moins. Sur les violences sexuelles, là encore, une évaluation. 84 000 femmes par an, c'est une évaluation. Ce qui est important à retenir, c'est que dans 90% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Ce qui fait tomber une idée que se promener dans la rue, voilà, on risque des choses quand on sort le soir tard, c'est pas forcément là qu'on craint le plus. Les agresseurs, là, c'est pas forcément le conjoint, ça peut être des petits amis, les ex-petits amis, un voisin, voilà. Mais des gens qu'on a pu faire rentrer chez soi en toute bonne, un collègue de travail, on le connaît, on a confiance et voilà, ça peut finir par une violence sexuelle. Là, on voit que les condamnations, elles ne sont pas élevées. 765 hommes condamnés. Là, on voit tout de suite qu'on est confronté au problème de preuve, bien souvent. Entre un consentement et un non-consentement, c'est toujours très très compliqué. Voilà. Et puis, 10% de femmes qui portent plainte, donc déjà, c'est pas beaucoup. Peut-être des questions là-dessus déjà tout à l'heure. Est-ce qu'on a une réponse sur le si peu de personnes qui portent plainte? Alors, ce qui empêche de porter plainte, vous parlez pour plutôt les deux. Les deux sont identiques. Je pense y revenir, mais il y a quelque chose de l'ordre de la honte à dire des choses comme ça. Il y a la peur de ne pas être cru. Il y a le manque de preuves. Parce que des violences dans l'intime, bien souvent, on n'a pas de preuves. Surtout quand on parle de violences psychologiques, par exemple. C'est plus facile, c'est terrible à dire, mais quand on a reçu des coups avec des marques, des traces, là, on vous croit. On vous croit, on a un certificat médical, on a tout. Voilà. Alors que quand il s'agit de violences psychologiques qui sont extrêmement destructrices, pourtant, là, on n'a pas d'éléments. Et c'est compliqué. Donc, souvent, voilà, les victimes vont essayer de se sortir de cette situation, mais sans pour autant dénoncer les faits. Et elles ont peur des représailles. Un point important. Oui, elles ont, excusez-moi, oui, elles ont peur des représailles. Quand il y a du coup, et de la violence, et parfois elles ont raison d'avoir peur. Alors, les violences conjugales aussi, il y a parfois des préjugés sur où se passent ces violences, comment. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les violences, si on dit que la violence est quelque chose, un phénomène mondial très partagé, ça ne veut pas dire non plus que tout un chacun est en situation d'être victime ou d'être auteur. Il y a des facteurs de risque. Alors, qui sont les normes culturelles, c'est plus ou moins autorisé. La violence peut être dans certains pays, dans certaines cultures, plus ou moins autorisée.
La pauvreté, parce que les situations difficiles, le fait, par exemple, d'être déraciné, sans moyens, ça peut être des facteurs aggravants. Histoire personnelle de chacun. Histoire personnelle, parce que dans son histoire, dans son passé, on a pu rencontrer des situations de violence en tant qu'enfant. Et être justement dans un état de fragilité qui va faire qu'on pourra être victime, voire auteur pour certains, mais on est dans la reproduction. L'isolement social, qui est extrêmement important. Enfin, c'est à la fois une conséquence, mais ça peut être aussi une cause. Quand on n'a plus de lien avec personne, c'est aussi un facteur de risque. L'alcoolisme, l'accès à des armes, donc qui vont être des facteurs de danger, là, on va dire, enfin, l'accès à des armes. L'alcoolisme, c'est pas parce que on est alcoolique qu'on est violent. Je crois qu'il ne faut pas se mettre ça dans l'esprit, mais il se trouve que quand on est violent, l'alcool fait passer à l'acte. Il y a ça désinhibe, on sait, et que on va pouvoir agir, passer à l'acte beaucoup plus facilement sous l'emprise de l'alcool parce qu'on se domine moins aussi, et alors que à jeun, disons, on passerait moins facilement à l'acte. Mais en général, quand il y a une situation de violence, c'est pas l'alcoolisme qui en est la première cause. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a interaction de ces facteurs de risque, donc individuels, familiaux, au sens où comment la famille, le conjoint et la famille un peu élargie peut être elle-même violente, agressante, j'ai envie de dire, ou non. Les facteurs économiques, on l'a vu, ça peut jouer aussi, et socio-culturels et communautaires, parce que la façon, par exemple, d'une communauté dont elle tolère ou tolère pas la violence va faciliter ou pas aussi les passages à l'acte. Ça va pas de tout le monde, mais de certains individus qui, à titre individuel, auraient déjà propension à passer à l'acte. Donc il y a vraiment interaction de tous ces facteurs-là. C'est pour ça que c'est compliqué et qu'il n'y a pas à la fois ni profil type d'auteur de violence, ni profil type de victime de violence. Là encore, une idée reçue, on trouve de la violence dans tous les milieux sociaux, y compris dans les milieux sociaux les plus aisés, là où il y a les professions les plus prestigieuses. Ça, nous, on le sait bien pour recevoir des femmes de tout milieu, de toute situation. Des femmes qui ont des très belles professions peuvent être victimes de violences aussi. Donc, voilà, on ne sait pas s'il y a des facteurs et que la pauvreté peut être effectivement un facteur aggravant. Pour autant, on va trouver de la violence dans tous les milieux. Ce ne sera pas forcément la même forme, en revanche. Alors, les caractéristiques de la violence conjugale. À ne pas confondre avec un conflit de couple. C'est rare quand on est en couple, et depuis longtemps, qu'il n'y ait pas des conflits. Bon, on va se fâcher sur certains points, on n'est pas d'accord sur une décision à prendre. Ça peut même être avec des mots qui sont pas très corrects, un peu violents. Ça, on le connaît tous. La différence entre la violence conjugale et le conflit de couple, c'est une question d'équilibre. Dans le conflit, un des deux protagonistes va chercher à avoir raison sur le point donné. Je voudrais qu'on aille en vacances ici, moi je veux aller là. Bon,
on va essayer d'avoir raison sur son choix à soi. Mais une fois résolu ce problème-là, voilà, c'est peut-être sur un sujet autre, l'autre conjoint qui aura gain de cause une fois. Donc ça, enfin, je pense qu'on connaît tous quand on a vécu en couple. Dans la violence conjugale, c'est toujours le même qui perd, on va dire. Hein. Il y a vraiment un dominant et quelqu'un qui n'a pas tellement voix au chapitre, hein, puisque c'est toujours un rapport de pouvoir, mais le dominé est toujours le même. Elle a pour objectif, donc cette violence, la domination de l'autre. Donc il y a un écart de pouvoir entre l'agresseur et l'agressé. Et il y a un phénomène qui s'appelle l'emprise, qui est instauré par l'agresseur. Cette emprise, c'est une façon d'installer la possession de l'autre, la domination par tous les moyens, de telle sorte que la personne victime n'arrive plus à s'en sortir. Hein, elle est totalement dépendante du pouvoir de l'agresseur. La violence conjugale est intentionnelle et spécifique. C'est-à-dire qu'on n'est pas violent sans le faire exprès. C'est ça que ça veut dire. Elle est ciblée sur le conjoint et elle est volontaire. Elle est volontaire puisque le mécanisme, c'est d'essayer de prendre le pouvoir sur l'autre et d'imposer ce pouvoir. Donc, tout ce qui sera fait, ce sera fait pour maintenir l'autre sous son emprise. Un constat, elle se poursuit fréquemment après la séparation, sous des formes différentes, bien sûr aussi. Hein, s'il y avait de la violence physique, c'est vrai qu'une fois la séparation commise, il n'y en a plus trop. Ça peut encore arriver, surtout quand il y a des enfants et qu'il y a forcément des liens qui vont être maintenus à cause de ces enfants. Enfin, je dis forcément, souvent des liens qui vont être maintenus à cause de ces enfants et que ça peut donner lieu encore à des excès, y compris de violence physique, mais sinon la violence existe encore sous une autre forme, là aussi, beaucoup plus psychologique. Et enfin, donc je disais, elle touche toutes les couches de la société. Donc j'en ai parlé un peu, mais vous voyez que on parle des violences physiques qui peuvent aller de la claque à la torture, jusqu'au décès, puisqu'il y a des décès derrière. Un panel très large. Et les auteurs de violences sont parfois très inventifs pour imposer leurs lois. Des violences verbales qui sont là aussi pour les cris, les menaces, les insultes, les cris qui vont faire peur, par exemple, hein, c'est utilisé fréquemment. Les violences psychologiques, qui elles sont beaucoup plus subtiles. Les violences psychologiques, elles visent donc à bien installer la domination sur l'autre en le déstabilisant en permanence. C'est-à-dire qu'on va souffler le froid et le chaud. On va dévaloriser l'autre tout le temps. C'est des atteintes. Les femmes victimes de violences disent « je préfère une claque à ce qui m'est dit hein, t'es moins que rien, de toute façon tu n'y arriveras pas, t'es moche aussi ». Alors on est à la limite entre c'est parfois très très subtil et ça déstabilise totalement quelqu'un en face. Et la victime, vous pensez bien qu'elle perd confiance en elle. Hein. Enfin, quand à longueur de temps on vous détruit en fait. Hein, la personne elle finit par se dire qu'elle est effectivement comme on lui dit qu'elle est. Alors, les violences sexuelles au sein du couple, la loi reconnaît le viol conjugal. C'est quelque chose qui est assez peu exprimé par les femmes,
parce que c'est compliqué. Ce sujet il est compliqué parce que entre un devoir conjugal, c'est-à-dire et puis accepter voilà, des rapports dont on n'a pas envie du tout, surtout quand on vient de se faire injurier et insulter avant. Mais les femmes le disent bien, elles acceptent, c'est pour ça qu'elles en parlent peu, sauf quand il y a des pratiques vraiment non acceptées et avec lesquelles elles ne sont pas du tout d'accord, mais bien souvent, elles acceptent une relation sexuelle contre leur gré pour avoir la paix, pour calmer la violence. Alors on est, voilà, on est dans le, pas forcément viol, mais ou des agressions. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe là et que les femmes nomment peu si on va pas les questionner là-dessus. Les violences matérielles, c'est casser du matériel pour faire peur, ou casser du matériel qui appartient à l'autre parce qu'on sait que l'autre y tient. Donc, ben ça c'est le vase de ta grand-mère auquel tu tiens beaucoup, ben tiens, je vais le casser. Et puis, ou sinon, plus brutalement, ça peut être défoncer une porte, enfin, tous ces gestes pour lesquels la victime se dit, c'est la porte, mais si c'était moi, je serais défoncé de la même façon. Et ça fait très très peur. Tout ça, c'est pour aussi entretenir ce climat de paix. Les violences économiques, qui peuvent être parfois beaucoup plus subtiles aussi, des fois elles le sont moins, mais ça peut être priver son conjoint d'argent, surtout si le conjoint n'a pas de profession, ne travaille pas. Dans certains cas, ça peut être l'obliger à travailler pour vous entretenir, mais c'est plus, on voit plus le fait de « mais non, mais tu peux arrêter de travailler, tu sais, je gagne bien ma vie, hein. Occupe-toi des enfants, puis c'est bon, ce sera moins fatigant, etc. » Ça participe aussi à la stratégie de la dépendance. Si on dépend économiquement de son conjoint, on en partira beaucoup moins facilement, parce que ce sera effectivement très difficile. Administrative, et ça peut même maintenant d'ailleurs, la violence, enfin le vol des papiers, confiscation des papiers est considéré par la loi comme un vol. C'est le seul vol entre époux qui est reconnu. Là aussi, ça fait partie des mesures qui ont été prises pour lutter contre les violences. Enfin, je pense par exemple aux femmes étrangères, le titre de séjour, par exemple, qu'on subtilise. Ça peut être un moyen de pression aussi. Enfin voilà, tous ces papiers importants pour la personne, pour la victime, si c'est confisqué, voire détruit par le conjoint, ça fait participe des violences, mais il peut y avoir des sanctions derrière. Voilà le panel. Bien sûr, il est dit, ces formes de violence peuvent coexister. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a jamais de violence physique sans qu'il y ait eu au préalable des violences psychologiques et verbales. Parfois, dans certains couples, il n'y a que des violences psychologiques et verbales. Et on ne passe jamais aux violences physiques. On va dire que ça suffit pour maintenir l'emprise, quoi. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors, je vous présente là un petit schéma qui représente ce qu'on appelle le cycle des violences. Dans certaines situations de violence, mais pas forcément dans toutes, ça dépend du type d'auteur de violence, on remarque qu'il y a un processus qui se reproduit régulièrement. C'est-à-dire que ça correspond à la mise en place de la violence qui va s'installer avec une période d'accalmie. Ça commence par un climat de tension, là, la phase 1. On sent dans le couple, là, qu'il y a
quelque chose qui est en train de se créer, la tension est palpable, il y a des conflits pour un rien, l'auteur, monsieur, contrôle ce que fait sa compagne, éventuellement des menaces. Pour madame, que j'ai mis en rose, il y a un climat de peur, évidemment, qui, parce que, sauf quand c'est la première fois, et c'est ce qui l'attend quelque part, hein, elle sait que ce climat de tension va mal finir. C'est la période où, par exemple, les enfants, quand il y en a, on leur dit « Chut, papa il est un peu énervé ce soir, vous faites pas de bruit, ou allez vous coucher vite, ou voilà. » Tout est fait par madame pour ne pas énerver monsieur dans cette situation. Phase 2, la crise. Là, il y a explosion, l'agression, qui peut prendre donc, comme on l'a vu, différentes formes. Ça peut être vraiment des insultes, des coups dans la porte, etc. Des coups physiques, bien sûr. Cette agression rend la victime, évidemment, en colère. Bon, en même temps, elle ressent de la terreur et une impuissance dont elle est terrorisée, mais en même temps en colère parce qu'elle trouve injuste. Et du coup, on constate que c'est après cette phase-là qu'un certain nombre de femmes vont oser faire quelque chose, en parler, aller porter plainte, aller dans une association, bouger, parce que il a dépassé il a dépassé les bornes. Phase d'après, phase de justification. Et là, on voit la manœuvre de l'auteur de violence qui est dans le déni, enfin le déni, pas tout à fait, le transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'il va dénier sa responsabilité. Ça va être le moment où il va dire « Oh là là, je m'excuse, on va dire ça vite, mais si tu n'avais pas, si tu étais rentré à l'heure, si tu n'avais pas raté ta soupe, si tu n'avais pas, enfin voilà, si les enfants avaient été plus calmes, et voilà, et il reporte la responsabilité sur le conjoint. Et le conjoint, il accepte, enfin, au sens, il prend pour lui, pour elle, souvent, cette responsabilité. Elle se sent coupable d'avoir déclenché chez son conjoint cet accès de fureur et de violence. Et elle finit par être persuadée que c'est effectivement, elle n'est pas ni une bonne mère, ni une bonne épouse, ni une bonne... elle n'est pas comme il faut, hein, puisque c'est ce qui lui renvoie. Vient derrière une phase qu'on appelle lune de miel, qui peut s'appeler plutôt la rémission, une phase d'accalmie, qui, là, qui va d'autant s'installer dans les premiers temps de la violence, qui aura tendance à disparaître plus la violence s'installe. Et plus la roue tourne vite, on va dire. On va faire des promesses. Par exemple, s'il y a eu de l'alcool et qu'il a violenté sa femme sous l'emprise de l'alcool, c'est « mais oui, mais si, je vais me soigner », ou « je vais aller voir un psy », ou « on va aller voir un conseiller conjugal », ou voilà, toutes les promesses de « je ne recommencerai plus et je vais faire quelque chose qui va faire que ça va aller mieux dans notre couple ». Alors, évidemment, la conjointe, elle reprend espoir. Et elle se dit, c'est bon, cette fois-ci, c'est bon. Il va effectivement soigner, et puis, du coup, on va recommencer une vraie vie. Il faut bien se dire que souvent, la conjointe, elle veut sauver son couple, elle a une famille, il y a des enfants, elle voudrait que ça fonctionne bien. Donc la tendance à se culpabiliser et à déculpabiliser l'auteur, c'est aussi parce qu'elle se raccroche à cette idée que si, ça va bien fonctionner un jour, son couple.
et que c'est juste un mauvais passage. Cette roue-là, ça peut être des cycles qui peuvent être très longs. Ça peut être 1 an, par exemple, entre 2 accès de violence. Plus le temps, plus ça s'installe, plus ça va vite. Et je vous dis au point qu'il n'y a même plus besoin de lune de miel. L'emprise est telle que, comme elle ne bouge pas, en revanche, si au moment là, de l'explosion, après, elle a commencé à dire je vais demander le divorce, ou je suis allé voir un avocat, je suis allé voir la police ou la gendarmerie, là, pour le coup, il va falloir qu'il rattrape les choses, là, le monsieur. Hein. Donc, il va s'engager d'autant mieux avec 2 belles promesses pour éviter qu'elle ne reparte. Bon. Parfois, quand elle est partie, là, pas forcément définitivement, mais il va tout faire pour la récupérer aussi, avec toutes les belles promesses possibles. Mais si, je ne serai plus jamais comme ça. Voilà. Alors, pour certains types d'auteurs, il se peut, ça arrive que il n'y ait pas le cercle ne se mette pas à tourner et que certains se remettent en cause. C'est pas très fréquent, on va dire. Hein. Non, c'est pas très fréquent. Bien souvent, quand même, ils sont souvent dans le déni et dans la minimisation des faits. On accepte. On va être obligé de reconnaître, en parlant avec les gendarmes aujourd'hui, ils me disaient, mais parfois ils sont obligés de reconnaître, ils ont fait, c'est tellement grave ce qu'ils viennent de faire qu'on ne peut pas le nier, mais ils vont minimiser. Bon, d'accord, je l'ai poussé un peu, mais pas tant que ça. Voilà, ça va être... et puis, ils vont oublier les fois d'avant. C'était la première fois, ça n'arrive pas souvent. Voilà, hein, on va toujours être dans la minimisation. Le pire, c'est que les femmes aussi, elles sont souvent dans la minimisation. Et qu'elles excusent encore, parfois, le conjoint. Même s'il y a eu une intervention, éventuellement, là, de la police ou la gendarmerie, elles vont essayer de calmer le jeu. Alors, je disais, on trouve ceci dans beaucoup de cas, ce qui permet d'ailleurs des fois d'expliquer à des femmes que je reçois qui ont envie de partir, hein, elles sont en colère là, et elles ont envie de mettre en place quelque chose pour partir. Mais ça fait déjà un petit moment qu'elles ont pris des choses, et le mari là, il est en train d'essayer de les récupérer. On voit bien. Du coup, il m'arrive d'expliquer aux personnes, en leur disant attention, si votre volonté elle est vraiment de partir, vous allez avoir face à vous quelqu'un qui va par tous les moyens essayer de tout récupérer. Donc, pour leur faire comprendre, on dit mais est-ce que ça s'est... Et puis quand elles comprennent l'histoire que ça s'est passé, une dernière dame l'autre jour me disait ah oui c'est comme ça. Elle faisait pas le cercle, mais c'est comme ça. Donc c'est pareil. Hein. Elle avait bien pigé. On lui dit attention là vous êtes parti, elle était partie effectivement. Et le monsieur essayait tout pour qu'elle revienne. Tout en lui disant tu ne sauras pas te débrouiller sans moi. Quand même. C'était pas j'ai besoin de toi, c'était tu ne sauras même pas te débrouiller sans moi. Donc ça peut permettre ce schéma de comprendre là où on en est. Et parfois de se dire bon ça sert à rien. Parce que s'il faut comprendre, c'est que les femmes, quand elles sont avec un homme violent, alors d'une part on les a bien culpabilisées, tout ça, mais elles ont quand même aussi toujours l'espoir de les guérir de quelque chose. Hein, parfois elles sont avec des hommes qui ont connu des histoires pas drôles hein, dans leur enfance, qui ont des blessures, et qu'elles comprennent bien, et elles pensent qu'elles ont ce pouvoir-là de faire qu'avec la patience, qu'en les excusant, qu'en étant tout ce qu'il y a de plus gentil, etc., elles vont les soigner quelque part.
Et là, bon, ben voilà, c'est se faire des illusions. Enfin, quand on peut en discuter avec les personnes, on dit, mais est-ce que vous avez réussi à quelque chose depuis le temps? Hein, ça fait 20 ans que vous dites ça. Est-ce que... Ben non, ah ben oui, il est allé en cure de désintoxication, il est revenu, et puis il a recommencé à boire, à taper, voilà. Et il n'y a rien qui fonctionne, parce que l'auteur, bien souvent, il ne se remet pas en question. Donc du coup, s'il n'est pas lui partant pour faire un propre travail sur lui, bah, il va réitérer les faits de la même façon. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans bien des cas, s'il y a rupture, la victime finit par partir, l'auteur, va peut-être continuer à l'embêter un moment, mais il peut aussi retrouver une autre femme avec qui le processus va recommencer. Bon. Et c'est très, très curieux, comme parfois certaines femmes, bon, quand elles viennent nous voir, elles viennent de partir, elles viennent chercher des renseignements sur le divorce, par exemple, et on parle de ça, et elle me dit, et j'ai appris que son ex avait aussi porté plainte. Avant, enfin l'ex d'avant. Et là, elles ouvrent les yeux. Ce qu'elle n'avait peut-être pas voulu voir à un moment donné, là, elles ouvrent les yeux et se rendent compte que il y a eu réitération des faits avec différentes femmes. Monsieur enclenche toujours la même chose. Ce qu'il faut voir, c'est que s'il n'y a pas une vraie volonté de l'auteur de se remettre en question, d'avoir un suivi psychologique, etc., bien souvent, il ne se passera rien dans son fonctionnement. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'impact des violences sur la victime. La première des choses tourne autour de la perte d'estime de soi, de la dévalorisation, la perte de confiance. On disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas? Sont des personnes qui, à force d'être dévalorisées, n'ont plus du tout confiance dans leur capacité. Elles sont à la fois, elles se sentent coupables de ce qui arrive, et à la fois elles ont honte. Honte parce que, quand même, leur intégrité, leur estime d'elles-mêmes en prend un grand coup, et c'est pas très glorieux, on va dire, de se dire femme, comme on en disait dans le temps, battue. Hein, on a un peu l'impression d'être une sous-femme, d'être voilà. Donc on le cache. Il y a une grande stratégie des femmes de cacher à l'entourage, et ça, comme ça va bien avec la stratégie de l'auteur qui va tout faire pour isoler sa compagne des amis, de la famille, parce que c'est comme ça qu'il maintient son emprise, la femme va être tellement... Enfin, elle va être isolée, mais en plus, elle n'ose pas en parler, et il n'y a personne qui va lui tendre la main, puisqu'elle est coupée de tout le monde, bien souvent. Donc c'est très difficile, et c'est très difficile de s'en sortir quand on est seul avec son problème, qu'on a honte, et que plus personne vient vous tendre la main, quoi, en fait. La famille, elle est loin, les amis, il n'y en a plus, ils en ont marre de venir parce que le conjoint est infect, enfin, voilà, tout est bien mis en place. L'isolement social est un des facteurs, est un des signes. Hein, quand une femme, parce qu'on le retrouve systématiquement dans toutes les situations, vous voyez votre famille, non, on ne peut plus y aller parce que ça se passe mal, on est fâché, d'accord. Et vos amis, non, j'en ai plus trop, comme par hasard. Et c'est vraiment une stratégie, ça, pour maintenir la victime dans son état. Ce qui empêche donc de partir et de bouger, cette peur des représailles. Et puis, l'angoisse, parce que quand on n'a pas de ressources, ou même si on en a des petites, mais qu'on va perdre, peut-être des moyens de subsistance, partir
c'est vraiment très difficile. Et ça, il faut bien le comprendre, ça demande beaucoup d'énergie. Or, une femme victime de violence depuis longtemps n'en a plus d'énergie. Parce que tout ça, là, ça finit par jouer sur le physique, hein, et qu'elles sont bien souvent, on parlait de dépression, en mauvaise santé aussi. Et du coup, aller chercher cette énergie pour mettre en place tout le départ, hein, du domicile, ben voilà, il faut cette énergie qu'ils n'ont plus. Bien souvent, alors plus pour certaines couches de la population, il y a des méconnaissances totales des droits, de ce qui peut aider et qui pourrait permettre de vivre ou de survivre justement en dehors du conjoint, tout simplement. Donc cet impact à divers degrés va expliquer en partie pourquoi on a des situations de violence qui perdurent depuis 40 ans. On voit des femmes donc, qui viennent, et puis donc il y a celles qu'on ne voit pas qui vont mourir de vieillesse en ayant toujours connu de la violence. On voit des femmes de 60 ans donc, qui viennent. La retraite, c'est des fois un moment un peu critique parce que le conjoint va être là à demeure. Donc, quand on se satisfaisait d'une situation parce qu'au moins il n'était pas là de la semaine, ça allait, on pouvait souffler. Quand il est là 24 heures sur 24, c'est plus possible. Et on voit un certain nombre de femmes qui viennent à 60, 65 ans, voire même un peu plus, parce qu'elles n'en peuvent plus. Et que les enfants, en général, disent « Non, mais c'est bon, faut faire quelque chose, quoi. » Parce que les enfants, les mères, les femmes, elles peuvent rester aussi à cause des enfants, en disant « Mais je ne peux pas enlever les enfants à leur père. » Sauf quand la violence atteint les enfants, où là, c'est en général un déclic pour partir. Hop. Alors, je vais peut-être passer vite, hein, parce que je crois que j'étais longue un peu là. Non? Oui? Bon. Alors, clairement, des conséquences physiques, on m'a demandé le diaporama, vous pourrez le regarder après, des conséquences psychologiques, on en a parlé, des conséquences somatiques, parce que la violence est un traumatisme, et que ces traumatismes génèrent un certain nombre de conséquences, y compris quand on est parti, hein, qui vont suivre aussi dans la vie, avec des états de stress post-traumatique qui vont faire que pour se débarrasser de ce qu'on a pu vivre, c'est extrêmement compliqué, et que parfois, pour oublier, eh bien, on va s'adonner à un certain nombre de conduites addictives ou à la prise de médicaments, puisque très très souvent, c'est une grosse consommation de médicaments pour calmer cette anxiété, etc., qui vous suit, même après le départ. Je ne vais peut-être pas avoir le temps, parce que c'est un peu long d'expliquer toutes ces questions sur les dépersonnalisations et la dissociation, parce que là, c'est un peu technique en plus. Alors, un petit passage rapide pour dire que ces violences faites aux femmes, ça coûte extrêmement cher à la société. Et oui, c'est un coût social énorme, puisque ça enclenche, alors, entre les aides sociales, la mobilisation de la police, la justice, les soins de santé, les incidences sur les enfants qui eux-mêmes nécessiteront des soins, de l'accompagnement, etc., voire des placements, enfin voilà, la perte de production, parce que bon nombre de femmes travaillent quand même, mais quand on vit des violences, on est souvent absent du travail. On a des arrêts maladie à répétition. Et on n'est plus, enfin, il n'y a plus de production au sens
précis du terme. Et puis un coût humain, évidemment, pour le préjudice subi de tout ce qu'on a pu perdre dans cette histoire. Pour ceux que ça intéresse, il y a des études sur Internet, vous trouverez ça, hein, un détail un peu de ces précisions. Mais le fait de le chiffrer, ça peut aussi, c'est tout bête, hein, mais lui donner de l'importance, hein, là, en une période où on est en train de compter nos sous, hein, tout ce qu'on en est, le gouvernement le premier, et de se dire, mais si on prenait les choses dès le départ pour éradiquer ça, voilà aussi ce type d'économie qu'on ferait à tout point de vue, quoi. Ça a donc un coût social énorme, indépendamment du coût humain qui est intégré là-dedans. Un petit film qui je voulais vous montrer pour illustrer, c'est un court-métrage, illustrer ce que peut être la violence psychologique dans le couple. T'as acheté le persil? J'ai complètement oublié. Maman passant. Fred. D'accord, mais qui allait, toi? C'est pas comme si t'avais des choses à faire. Oh, ça sent bon. C'est bien que tu t'es bougé pour ce soir. Marie. C'est comme. La bonne recette de maman. On mange juste un petit truc. En même temps, il pas pour manger là. Ah, ça c'est pour ce soir. C'est comme... Non, là, elle est occupée. Ok, ça va. Oui, ça va. Ouais, elle te rappelle. Ok, bisous. Ciao. Marie, viens un peu s'il te plaît. Géraldine vient m'appeler pour savoir ce qu'il devait apporter ce soir. C'est quoi cette histoire? Finalement, j'ai invité Géraldine. T'as invité Géraldine. Et tu sais bien que je peux pas la voir. Oui, mais c'est ma copine. Écoute, tu vas pas me faire ça ce soir. C'est quoi le plus important? C'est Géraldine, c'est ça?